Et pour toi, c'est quoi la réussite? Moi, ma réussite à moi, c'est d'accepter ce que je suis. Je continue à aider maman. Je continuerai à aider. C'est mon objectif en fait. Je suis là pourquoi je suis là. Je vais peut-être dire un secret. Mon premier salaire que j'ai eu à toucher, c'est la maman qui en a touché. Pourquoi tu te réveilles chaque matin? Pourquoi? Quelle est ta source de motivation? Quelle est la raison pour laquelle tu te Je me bats pour que ma famille ne soit plus un sujet de moquerie. J'aimerais acheter continuellement les remèdes de ma pauvre maman parce qu'elle est malade. Elle est diabétique. C'est pour donner peut-être à mes enfants ce que mes parents n'ont pas pu me donner. Quand tu as parlé de maman, en fait, je me suis dit. Désolé si j'étais touché avec moi. La richesse d'une famille ne se limite pas que sur les biens matériels ou financiers, mais cela va un peu plus loin, à travers les valeurs, l'éducation et même l'amour au sein d'une famille. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une autre histoire. Bonjour à tous, je suis Jessica Nimi et bienvenue sur l'émission Le Journal de Jessica. Ici, comme vous le savez, on vous parle de motivation, de changement de mentalité, de partage d'expériences et même de business. Je t'invite à t'abonner sur la page afin de recevoir les notifications de tous nos contenus. Et surtout, n'oublie surtout pas de laisser un like. À tout de suite. Bonjour Franck. Bonjour Jessie. Comment vas-tu? Je vais très bien et vous? Non, ça va très bien, merci. Et surtout, bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est pour la première fois, je pense. Justement. Ah, voilà, ok. Qui est Franck? Pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui est Franck? Franck est un jeune Camerounais. Bon, Franck est un jeune Camerounais qui vient de l'Afrique. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu es étudiant? Bon, je ne suis pas étudiant. J'ai fini avec les études secondaires. Actuellement, je suis en train de faire une petite formation. Merci beaucoup. Et comment est-ce que tu te retrouves ici, à l'étranger? Bon, comment je me suis recouvert à l'étranger? Bon, ça a été une décision déjà d'abord un peu pas difficile à prendre. Quand j'ai fini mes études en 2020, c'était difficile. Je n'ai pas voulu continuer les études au Cameroun, dans mon pays. Puis c'était difficile pour moi de finir les études et fréquenter au Cameroun et après avoir les difficultés de trouver un travail. Bon, j'ai juste décidé de m'aventurer à l'extérieur. Et il y avait plusieurs noms sur la liste des grands pays au fait. Parce que quand on veut voyager, on a les grands pays dans la tête. Mais après, subitement, bon, il y a une grand-maman qui m'a fait comprendre que bon, voilà, j'ai un petit truc pour toi. Elle a mentionné le nom Chypre. D'accord. Et voilà, j'ai mis regret. Donc voilà comment je me recouvre ici. Ok, merci. En tout cas, c'est comme tout le monde d'ailleurs. On se retrouve ici peut-être au travers une personne, encore une agence. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Et dis-nous un peu, Franck, quelle est ton histoire? Aujourd'hui, tu te retrouves ici, mais si on retournait un peu plus en arrière, comment était ton enfance? Comment est-ce que tu as grandi dans les conditions dans lesquelles tu as grandi et autres? Comment était ton enfance? On veut savoir quels ont été les moments qui t'ont marqué, les moments qui ont fait à ce que tu te revoites aujourd'hui. Bon, déjà d'abord, je vais commencer. Je suis le deuxième né d'une famille des enfants de 5. Nous sommes au nombre de 5. Je suis le deuxième né. Je suis le deuxième né des enfants. Et comment je me retrouve ici? Mon histoire, ça n'a pas été facile déjà pour nous. Maman qui était une commerçante, papa qui était un taximan. C'était difficile pour nous de joindre les deux bouts. Donc vraiment difficile pour nous de joindre les deux bouts. À un moment donné même, je me suis séparé de mes parents pour aller vivre avec ma grand-maman au village. Donc j'ai d'abord fait, disons, 7 ans avec la grand-maman. Puis je me sépare de mes parents à l'âge de 9 ans. J'ai fait 7 ans avec ma grand-mère qui m'a élevé, qui m'a éduqué, qui m'a forgé, qui a fait de moi ce que je suis. Donc si je comprends bien, tu as quitté tes parents à l'âge de 9 ans à cause du manque de moyens. Bon,
Pas forcément, bon, je ne dirais pas forcément du manque de moyens, du manque peut-être de l'assistance à la grand-maman. Oui. Donc, parce qu'il n'y avait personne à ses côtés pour lui donner de l'eau à boire, pour chercher du fardeau de boire. Donc, c'était un peu ça. Donc, pas manque de moyens financiers, mais manque d'assistance personnelle à côté, auprès de la grand-maman. Et par la suite, quand j'ai quitté les parents, je me suis retrouvé avec la grand-maman. On a passé tellement de bons moments. Donc, durant ces 7 ans, j'ai eu mon CAP, j'ai eu le CAP. Je n'ai pas eu le CAP au village avec elle. Bon, c'est quand elle a eu un malaise, une maladie un peu qu'on appelle chez nous l'AVC. Elle a eu l'AVC, c'était en 2004, je crois en 2014 qu'elle a eu l'AVC. Donc, c'est ça qui a fait en sorte qu'on s'est séparés en cette époque-là. Et puis elle aussi, elle a quitté le village, elle devait aller en ville pour suivre les soins. Donc moi également, je ne pouvais plus rester seul. Donc les parents ont décidé que je retourne à la case départ. Donc voilà comment je rentre sur Yaoundé. Quand je rentre sur Yaoundé, l'année qui suit, je prends mon certificat d'aptitude professionnelle qui est le CAP. Je vais en seconde, je vais en première. En première, ce n'était pas facile. J'ai échoué, j'ai fait le probatoire. Nous appelons le probatoire. J'ai fait le probatoire 3 fois. Pourquoi? Bon, d'une part, pour une première fois, c'était que je n'étais pas concentré à l'école. Bon, je ne prenais pas l'école au sérieux. Ouais, je ne prenais pas ça. Je peux dire que je jouais, au fait. Parce que je ne comprenais pas encore l'importance de l'école. Ouais. La seconde année était aussi pareil. Puisque ma première année, quand j'échoue, ma seconde année, je me dis peut-être c'était l'entourage. Mais au fait aussi, c'était pas forcément l'entourage, c'était moi le problème parce que je n'étais pas concentré. Je change d'établissement. Je me rends dans un autre établissement où c'était pas vraiment évident, les délinquants, les fumeurs, tout ça. Je me suis rendu là-bas. Bon. Ça n'a pas toujours été convaincant de ce côté. J'ai fait marche arrière, je suis retourné à la case départ où j'ai toujours d'abord eu à échouer. Donc c'est la 3e fois que je me suis donné à fond. J'ai décroché mon probatoire technique. Et par la suite, la première année où je composais aussi le bac, ça n'a pas été toujours favorable. Donc j'ai également échoué la première année. Et la première année, quand j'ai échoué le bac, même j'ai dit je ne fréquente plus. La maman m'a dit, tant que moi je paye l'école, tu pars à l'école. Tout à fait. J'ai dit je ne veux pas. Même tu es jeune, tu vas faire comment? Regarde ton papa, regarde tes frères et sœurs. Bon, j'ai les frères et sœurs derrière moi. Je me dis, en tant que premier garçon, si j'abandonne, je ne serai pas vraiment un exemple pour mes frères et sœurs. Mais quand tu voulais prendre cette décision-là, est-ce qu'il y avait quand même un mot venant de la part de papa? Est-ce que tu en avais parlé à papa? Non. À cette décision-là? Bon, ou bien c'était plus à maman et autres? Bon, je n'avais vraiment pas parlé à papa parce que, bon, je ne dirais pas que papa et moi on était dans les désaccords, mais bon, papa et moi on n'était pas trop collants. Parce qu'on sent que le garçon avec la maman, c'est comme la fille avec le papa, donc c'était ça. Parce que si je partais vers papa et lui dis je ne fréquente plus, papa allait peut-être prendre ça un peu dur, tu vois. Pas peut-être comme maman essayait de me comprendre, mais il allait me dire non, tu n'arrêtes pas comme ça. Tu pars, voilà. Donc maman a essayé de me motiver, comprendre que bon, je sais que c'est difficile, tu as échoué, mais j'aimerais que tu aies ce courage et que tu regardes devant toi et tu regardes derrière toi, ceux qui sont derrière, tu regardes devant, on a personne devant, on a personne derrière. Donc tes frères et sœurs vont compter sur toi. Donc voilà, plusieurs jours de réflexion, les tantes ont parlé, les oncles ont parlé, tout ça. J'ai pris conscience, j'ai dit d'accord, j'irai. Et par la suite, ça a donné. La deuxième année a été vraiment bénéfique. Je crois que c'était en 2020, à l'époque du Covid. Ce n'était pas facile pour tout le monde. Donc ça a été vraiment bénéfique. C'était une période assez perturbante. Tout à fait. C'était très difficile, mais puisqu'on a eu à faire des arrêts, voilà. Presque 3 à 4 mois, on n'y partait pas à l'école, donc c'était vraiment pas facile. Et par la suite, quand ça a eu à donner, j'ai décidé de ne plus fréquenter. Ah, ok. Et je ne veux plus aller à l'école supérieure au Cameroun, j'avais déjà dit. Parce que même quand j'étais encore, ma première année en terminale, dans ma tête c'était de voyager. C'était comme ça dans ma tête que je vais voyager. Dans ma vie, je ne peux pas mourir
sans voyager. Donc quand j'ai eu mon bac en 2020, j'ai dit à la maman, je ne fréquente plus. Maman m'a dit, que veux-tu faire? J'ai dit, je vais rester comme ça. Et bon, comme déjà ma première année, ma grand-maman a eu à me proposer le voyage pour Chypre, mais la condition était qu'il fallait que j'ai au moins un bac. Donc parce que tu pouvais passer, même si tu arrives, il faut au moins un truc qui va certifier que tu as quand même un niveau scolaire un peu élevé. Si tu arrives pour les études, ou si tu arrives même pour travailler. Bien sûr. Donc c'était ça. Donc ce qui m'a même poussé encore à aller la deuxième année pour composer l'examen en fait. Donc quand j'ai eu le bac, j'ai dit je ne fréquente plus. J'ai dit à la grand-mère. C'est là où maintenant elle remet le dossier sur la table. Le dossier, le projet de voyage. Donc je fais d'abord 1 an au pays. C'était pas facile parce que c'était difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était vraiment très difficile. Les moqueries au fait. Comme je n'y fréquentais pas. Parce que chez nous déjà quand tu prends le bac, surtout quand un bac technique, c'est pas pour payer peut-être une formation professionnelle au Cameroun. Il te faut au moins 1 million, tout ça. Ah bon? Puis moi j'ai eu un bac F4, génie civil, bâtiment. Donc pour continuer, c'était pas vraiment évident. Et moi comme j'avais décidé de ne pas continuer, parce que tu vas continuer, faire 5 ans, sortir ingénieur, trouver peut-être du travail, trouver un bureau où tu pourras travailler, ça ne sera pas. On connaît les conditions. Nous sommes quand même les Africains, on connaît comment ça se passe. On va te demander qui t'envoie, tu es l'enfant de qui est ton parent, tout ça, un peu les trucs comme ça. Donc mes 1 an, j'ai pris pour soutenir ma tendre maman. J'étais à ses côtés au fait. Je me suis converti d'étudiant en vendeur de carottes, haricots verts. C'était ça mes 1 an passé au quartier. J'ai vendu avec toi-même tu produisais ou bien tu achetais? Non, bon, on faisait juste de l'achat et revente. Donc on achetait et après on revendait. J'imagine que c'était pas facile. Pas du tout. Parce que généralement, c'est vraiment un exemple, généralement souvent vendre les histoires comme venant de l'agriculture, c'est souvent les mamans, les mères qui ont souvent l'habitude de faire ça dans les marchés et autres. On voit souvent les mamans et autres, tu vois. Et toi étant jeune en plus de ça, et étant jeune dans ton cas, en train de vendre, je pense que c'était pas facile, c'était vraiment... Pas vraiment facile. Comme je l'ai dit, c'était vraiment difficile pour moi de supporter les injures. Ça prend l'estime de soi en fait. Ça te prend avant même d'y arriver, moi j'ai fait le commerce quand je suis revenu sur Yaoundé. Donc en 2015, quand je reviens, j'ai commencé avant. Ma mère m'a initié. Étant à l'école? Ouais, je vendais avec, donc je vendais déjà ça. Et hormis ça, même quand je n'y vendais pas avec elle, je vendais les beignets. Les beignets qu'on appelle beignets sucre là, pour les enfants. Je vendais ça pendant les vacances. Et aussi pendant les fêtes comme ça, je vendais les jouets. Les jouets là, je vendais ça. Donc tu avais dit cet esprit-là en fait. Oui. Donc c'était pas un problème. Donc je n'avais pas vu, parce que quand je recevais les injures, moi ça ne me disait rien. Tu vois. Donc quand j'ai laissé l'école comme ça, je me suis rallié à la maman parce que étant aussi fatiguée, elle avait besoin de soutien. C'était un peu comme une aide pour elle. Ouais. Donc on a fait pratiquement 1 an. Dans ça. On sortait à 3h, 4h du matin, on achetait la marchandise et c'était comme ça. Bon, pendant cette période-là, il y avait la procédure en fait qu'on avait lancée pour le voyage. Donc, net quand je prends le bac, on lance la procédure, mais malheureusement, souvent que ce que tu veux à l'instant, Dieu ne te donne pas ça. Tu peux demander aujourd'hui, mais il te donne demain. Ça c'est vrai. Donc, ce qui m'a aussi fait rester au quartier comme ça. Parce que quand j'ai fini, directement, on a lancé la procédure pour que j'y voyage à l'immédiat. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, Dieu n'avait pas encore approuvé. Donc, ce qui m'a poussé à me rallier à la maman et la soutenir. Donc, pendant ça n'a pas vraiment été facile. C'était très difficile pour nous, les injures que la mère recevait. Tu ne peux pas envoyer ton fils à l'école. Toi, tu ne peux pas aller pousser la boîte, tu ne peux pas aller fréquenter, tout ça. Oui, mais après, en Afrique, c'est ça, hein, franchement. Pas... On trouve étrange de voir une personne en train de vendre un truc. Il y avait les parents qui disaient qui derrière les fesses de ta mère. Aïe. Un vieux comme toi, tu fais quoi d'être ta maman. Il était là. Il était là parce que je connaissais que Dieu avait un plan pour moi. Donc, au mois de juin, non, au mois de mars, pardon. Au mois de mars, quand le marché commençait un peu à être un peu difficile, j'ai pu, comme je faisais dans le bâtiment,
Et un papa à moi, je l'ai appelé pour dire, papa, moi je veux vraiment me convertir dans mon domaine. Je veux vraiment travailler dans le chantier. Donc c'est comme ça, je laisse la maman dans le marché. Parce que le marché commençait aussi à être un peu difficile, c'était un peu dur pour nous deux. Donc je l'ai laissé et je suis allé au chantier. J'ai fait le chantier de mars, avril, mai. J'ai fait presque 3 mois au chantier. Donc au mois de juin, que je reçois les documents concernant mon voyage en fait. Donc quand je reçois les documents, ça n'a pas été encore facile parce que il nous fallait de l'argent pour acheter le billet d'avion, il fallait de l'argent pour telle chose, pour telle, c'était vraiment pas évident, c'était pas facile. Mais où tu trouves l'argent finalement? Parce que venir, c'est... Bon, il fallait prendre l'inscription. Bon, nous sommes quand même des... Bon, en fait, je vais dire, c'est un secret que je dirais. On peut dire que c'était un peu une grâce que Dieu a eu à me faire. Parce que je ne suis vraiment pas venu comme certaines personnes ont l'habitude de venir. Donc, je suis venu un peu... Mon cas était un peu exceptionnel. Comment ça? Je suis venu avec un contrat de travail. Oh, wow. Wow. Donc, je quitte le Cameroun directement. Wow. Ça se fait, hein? Bon, ça se faisait. Bon, je ne sais pas si c'est encore possible. Toujours. Parce qu'avant, là, quand tu recevais un contrat de travail, tu voyageais directement. Mais aujourd'hui, même si tu reçois, je ne pense pas. Tu vas encore déposer et tout. Il va te falloir aller déposer le document à l'ambassade. Je crois à l'ambassade de la Turquie. Qu'on te donne un visa, je ne sais pas quoi. Je ne pense pas que c'est possible. Mon cas n'était pas comme pour certains. Je peux dire, c'était un peu ça que la grâce de Dieu. Donc, je suis venu en tant que travailleur. J'avais un contrat de travail. Ce qui m'a mené à Chypre. Donc, quand tu es arrivé ici, tu as automatiquement commencé à travailler? Directement, le lendemain, je suis arrivé aux environs de 16 h. Le lendemain, vendredi, je suis arrivé le 29 juin. Le 30 juin, j'ai commencé à travailler. Et moi, je suppose qu'à ce moment-là, maman était fière. Dans le sens, en fait, elle a trouvé un épaule qui pouvait l'aider. Bon, on a quand même déjà bafoué l'histoire. L'histoire était tellement longue parce que quand mon document sort, c'était difficile, comme je l'ai dit, pour réunir tellement de sommes d'argent. Parce qu'il y a une déposite qu'on doit déposer à l'entreprise. Ça se fait généralement, oui. Il y a ces sommes d'argent qu'il faut déposer. Il te faut au moins aussi l'argent de poche, il te faut l'argent du billet d'avion, là on peut acheter les habits, tu vois. Et bon, on se connaît à l'Africain. Quand il y a des trucs comme ça, on ne veut dire à personne. De peur que nos oncles nous tentent, tu vois. Donc maman a porté ça sur elle seule. En fait. Maman a porté ça sur elle seule. Donc ça n'a pas été vraiment facile. Ok, je comprends. Dieu a fait grâce et tout. Tu es arrivé ici, pas comme les autres d'ailleurs. Tu as eu un travail autre. Et je suppose que maman ne vendait plus. Ou bien... Maman continue toujours de vendre. Elle continue de vendre. Et je pense que tu l'aides quand même. Non, quand tu demandes, c'est la confirmation que tu veux ou bien... Non. Tu vois, il y a des enfants... Je continuerai toujours. Je peux dire en fait que... Elle a fait de moi sa retraite, au fait. Donc je pourrais dire en sens que parmi les enfants, il y a toujours un qu'on sacrifie pour pouvoir mettre d'autres à l'aise. Donc, je peux dire avec fermeté que je suis un sacrifice que la nature a voulu. Donc de ma famille, je suis peut-être le sacrifice que... Voilà. Mais tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a des jeunes qui arrivent ici, ok? Ils savent d'où ils viennent. Mais lorsqu'ils arrivent ici, je ne sais pas si c'est la jeunesse qui fait ça. Lorsqu'ils arrivent ici, en fait, même s'ils ont des boulots, mais après, c'est pas leur problème, ils s'en foutent. Les parents continuent à leur envoyer de l'argent. Et c'est un problème. Moi, je trouve que c'est un problème. Tu vois? Voilà pourquoi j'ai posé la question, est-ce que tu continues finalement d'aider maman? Parce que ces jeunes, en fait, qui ont démissionné. Non, je continue. Les jeunes qui veulent pas. Bon, je vais peut-être dire un secret. Mon premier salaire que j'ai eu à toucher, c'est la maman qui en a touché. Ah ouais. Mon premier salaire, quand je suis arrivé, je lui ai offert un téléphone à ma maman pour qu'on puisse causer régulièrement. Ouais. C'est un peu, je ne sais pas comment je vais qualifier. Donc je continue à aider maman. Je continuerai à aider. C'est mon objectif en fait. Je suis là pour quoi? Je suis là pour elle. Je travaille pour elle. Pas seulement pour elle, pour mes frères. C'est comme je l'ai dit, je suis un sacrifice que la nature a voulu que je... Voilà. Aujourd'hui, si on voit un peu, tu as quand même, on n'a pas dit que tu as totalement réussi, mais au moins,
tu as quand même réussi d'une part. Et pour toi, c'est quoi la réussite? Pour moi, déjà, la réussite. Pas parce que tu es devenu, c'est quoi la réussite C'est un pour toi? état d'esprit avant d'être. Je ne sais pas comment je vais dire, c'est déjà un état d'esprit. Le fait, je ne sais pas comment je vais dire, d'accomplissement en fait. Parce que déjà, quand on dit réussir, moi, je suis fier. Moi, ma réussite à moi, c'est d'accepter ce que je suis. Okay. Je suis fier d'être ce que je suis. Okay. Donc, je ne regarde pas à côté, je ne le bien regarde pas. matériel, Voilà. Je suis fier ça de n'a ce pas que d'importance je suis. pour toi. Moi, ma réussite, c'est ça. Donc, d'être, en fait, d'accepter ce qu'on est, en fait. Oui, ce que tu es, d'où tu viens, autre. Et là, je vais peut-être essayer d'élargir, dire, si je peux tendre la main à ceux qui sont autour de moi, moi, ça sera aussi un autre atout que je peux ajouter. Le fait d'aider. Voilà. Donc, ma réussite, c'est ça, c'est de prendre soin peut-être de ceux qui sont autour de moi. Voilà. C'est très bien. Je partage ton avis. Hein. C'est comme dernièrement, j'ai sorti une vidéo où j'ai dit la réussite, c'est pas seulement le bien matériel qui t'appartient, mais c'est vraiment le fait d'aider en fait, de partager. C'est vraiment ça. Et ça impacte. Ça a un impact en fait. Tout à fait. Tu vois, plus tu donnes, plus tu reçois. La main tendue est toujours celle-là qui reçoit. Voilà, donc c'est un peu ça. Plus tu es celui qui est large, plus les portes s'ouvrent. C'est ça. Donc aujourd'hui, les parents sont fiers. On est fiers de toi. Parce qu'aujourd'hui, tu es un grand frère. Tu es un grand frère responsable. Tu es un enfant responsable. Un oncle en fait. Un oncle, oui. Bah oui. Tu es un oncle. Peut-être bientôt un père. Qui sait? Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Attends, par la grâce de Dieu. Ça va? Donc, on tend vers la fin de notre émission. Et j'avais une question assez particulière à te poser. Je sais que quand on pose cette question, les gens se sentent souvent mal à l'aise. Parce que c'est une question assez intime. Mais j'aimerais quand même que les gens sachent pourquoi tu te bats. Pourquoi tu te réveilles chaque matin? Pourquoi? Quelle est ta source de motivation? Quelle est la raison pour laquelle tu te bats? Très bien, la question est vraiment très pertinente. Bon, je vais répondre un peu, je serai un peu long. Il n'y a pas de souci. Prends ton temps, Lucas. Bon, tu me poses la question pourquoi je me bats. Moi déjà d'abord, je ne me bats pas pour moi, mais je me bats pour plusieurs raisons. Déjà d'abord, je viens de loin. Je me bats parce que j'ai une maman qui a tout sacrifié pour moi, qui a fait de moi ce que je suis. J'ai des frères et sœurs qui sont derrière moi. Donc si je me lève aujourd'hui et je sors pour travailler, c'est pour donner peut-être à mes enfants ce que mes parents n'ont pas pu me donner. Ça ne voudrait pas dire que mes parents n'étaient pas si responsables que ça. Mais c'est pour dire aussi que leur temps et notre temps d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, peut-être nous avons cette possibilité, ces opportunités que peut-être nos parents n'en avaient pas. Aujourd'hui, peut-être qu'ils n'ont pas accumulé au moins 2 à 3 boulots. Mais je ne pense pas peut-être qu'à l'époque là, les parents pouvaient... C'était aussi un peu difficile. Donc si je me bats aujourd'hui, c'est pour donner à mes enfants peut-être ce que mes parents n'ont pas. Je me bats parce que j'aimerais acheter continuellement les remèdes de ma pauvre maman. Je me bats au moins que mon papa en partant, il me dise je suis fier de toi mon fils. Je me bats pour que quand mes enfants vont venir, en leur donnant, je dirais il faut travailler. Que ça c'est la sueur de mon front. Je me bats pour que ma famille ne soit plus un sujet de moquerie. Parce qu'il y a souvent un adage qui dit qu'il y a toujours une personne dans une famille qui brise le signe de la pauvreté. Je ne dirais pas peut-être que c'est moi, mais je ferai quand même partie. Donc si je suis peut-être aujourd'hui le seul qui est sorti parmi mes frères et sœurs, c'est parce que Dieu sait pourquoi il l'a fait. Et moi, je lui demande aussi d'ouvrir la porte à mes frères et sœurs, que cette charge-là ne repose pas sur moi seul. Mais tant que je suis encore ici et que je me bats pour ces gens-là qui sont derrière moi. Je me bats pour mes parents, je me bats pour mes frères et sœurs. Donc moi déjà, je peux dire, je suis le sacrifice, comme je l'ai dit dans l'émission. Je suis un sacrifice que la nature, que la vie en a voulu. Donc je suis ce sacrifice-là. Je me bats pour mes frères et sœurs qui sont restés. Et particulièrement pour cette femme-là qui a tout donné, qui a peut-être, je peux dire, qui a sacrifié tout.
Parce que ma maman n'est pas du genre qui peut sortir 5 000, 10 000, s'acheter un habit et porter. Ma mère n'a pas eu cette possibilité-là. Pas parce qu'elle n'avait pas l'argent, mais parce qu'elle a misé sur ses enfants. Donc mon devoir aujourd'hui, c'est de lui rendre cette pièce-là. Donc voilà la raison pour laquelle je sors chaque jour pour au moins se donner ce sourire à ma maman. Donc raison pour laquelle je dis encore, je me bats pour ceux qui sont derrière moi. Je me bats pour ma famille, celle que je vais peut-être construire demain. Donc elle est tellement longue. Si je veux vraiment encore argumenter, il y en a plusieurs vraiment aspects que je vais peut-être citer. Je me bats aussi parce que ma maman aujourd'hui traverse un peu les moments difficiles. Donc elle est conditionnée parce qu'elle est malade, elle est diabétique, que chaque mois il faut au moins une somme d'argent qu'on doit impérativement poser pour qu'elle s'achète des remèdes. Donc tu as mentionné dans ton émission si aujourd'hui j'ai encore maman. Et j'ai été fait comprendre que mon premier salaire, c'est la mère qui a touché. Comme ça a été le début, c'est jusqu'à la fin. Quand Dieu va peut-être nous appeler. Donc mon objectif sur cette terre, c'est de rendre cette femme-là tellement heureuse qu'elle ne parte pas étant fâchée de moi. Donc voilà les raisons pour lesquelles je suis là. Et j'accepte cette souffrance, j'accepte cette situation. Donc je ne me bats pas pour moi, mais je me bats pour ceux qui sont derrière moi et pour ma maman et pour mon papa. Donc voilà un peu. Je pense que j'ai un peu répondu à ta question. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ta raison elle est très forte. C'est comme je dis, c'est pas facile en fait de venir s'exposer et parler de sa vie, surtout des choses qu'on a eu à supporter. Tout à fait. Enfant, c'est pas facile. Aujourd'hui, si tu as pris ce courage de venir sur ce plateau et nous raconter ton histoire, qui va, je pense, impacter d'autres personnes, qui va, je pense, encourager d'autres jeunes qui sont dans la même situation que toi, c'est vraiment à féliciter. Et je dis grand merci pour ça, grand merci vraiment, parce que quand tu as parlé de maman, en fait, je me suis vue. Et désolé s'il était touché avec moi. Bon, c'est la vie. Moi, je dirais, je vais utiliser juste ça pour un témoignage, au fait, parce que je ne sais pas, elle-même, j'ai eu à maintes reprises faire des vidéos pour lui témoigner mon amour. Donc, s'il y a une chose que moi j'ai appris dans cette vie, il faut être reconnaissant. La reconnaissance se fait quand on est encore en vie. C'est pas demain qu'elle va partir que je viendrai pleurer sur sa tombe et dire maman tu es ici. Non. Je lui dis cela chaque jour quand elle m'appelle, quand je l'appelle maman je t'aime. Tu es la seule personne au monde que si tu me dis que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Donc je lui témoigne mon amour chaque jour. Donc si je me tiens sur ton plateau aujourd'hui, je dis c'est un signe pour moi de lui témoigner encore une fois de plus que c'est un être tellement cher que si je perds, je ne sais pas si peut-être ma vie aura un autre sens. Donc en me tenant ici en disant, parlant de ma mère, c'est non pour lui dire merci pour ce qu'elle a fait. Parce que je suis ce qu'elle a transformé. Je ne peux que dire merci encore. Que Dieu vraiment augmente ses séjours sur ce monde. Donc que Dieu l'accorde vraiment de longévité. Et mon vœu le plus cher que je demande à Dieu chaque jour, qu'elle ne parte pas sans porter ma part d'enfant. Et je te le dis encore, maman, que tu ne partes pas sans porter mes enfants et que tu ne partes pas sans dormir dans la maison que je vais construire. Et j'aimerais que tu célèbres mon mariage. Amen. Donc, j'ai eu à te dire ça plusieurs fois et je te le dis encore sur ce plateau, sur le plateau de l'une de nos sœurs africaines, voisines, congolaises, Jessie. Donc, je te le dis encore, maman, j'aimerais vraiment que Dieu t'accorde cette grâce de dormir dans la maison que je vais construire, de célébrer le mariage et de porter ma part d'enfant comme tu as fait avec mes frères et sœurs. Donc il ne manque que moi, mais je sais que le temps de Dieu va arriver. Donc je te dis encore merci pour l'homme que je deviens, parce que c'est grâce à toi. Tu m'as supporté dans mes défauts, dans mes moments de faiblesse, tu as été là et tu es toujours là. Merci encore maman. Amen. Amen. Merci à maman.
Merci pour l'homme que tu es devenu parce que c'est grâce à elle. On dit merci beaucoup à maman et surtout longue vie à elle parce qu'on veut encore l'avoir en vie. Tout à fait. On a encore besoin d'elle. Vraiment. Merci beaucoup. Et désolé, je suis très désolée. Trop d'émotions. C'est pas de mes habitudes. Franchement, quand elle a parlé de maman, pour moi, c'est vraiment un sujet très sensible. C'est un sujet très très sensible pour moi. Je pense qu'un jour, j'aurai l'occasion de vous relater mon histoire également. Bon, je pense que c'est bon maintenant. On va arrêter l'émission. C'est bon, on a tout dit. Et merci à vous de nous avoir suivis. À nous revoir à très bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, si vous avez des histoires, contactez-moi. Je vais laisser mon adresse mail au niveau de la description. Donc contactez-nous si vous avez des histoires. Et on va vous répondre par rapport à ça. Merci beaucoup.